Salut tout le monde, bienvenue sur Faut ce qu'il faut. Aujourd'hui, une vidéo qui m'a pris des mois à préparer. Je peux vous dire qu'il y a du travail derrière ça, mais je suis vraiment content de vous la montrer. Ici, je vais vous parler d'histoire, et plus précisément un conflit que tous les fans d'histoire de 13 ans prétendent être des experts, la Seconde Guerre mondiale. Je voulais faire cette vidéo-là depuis longtemps. Depuis que j'ai eu un professeur d'université il y a quelques années qui était un véritable fan de l'URSS, vous savez, le genre qui louangeait Staline. Évidemment, pour lui, les Soviétiques ont gagné la guerre tout seuls, et les alliés occidentaux ont soit combattu dans des petits théâtres ou trop tard. C'est une vision qui est répandue en Russie et ailleurs encore aujourd'hui, notamment avec des décennies de propagande soviétique et plus récemment la guerre sur l'histoire par Poutine. De l'autre côté, ben des Américains aujourd'hui savent pas que les Soviétiques ont combattu dans cette guerre-là ou à cette échelle. Donc d'un côté, les Russes disent qu'ils ont tué le plus d'Allemands et ont souffert 27 millions de morts. Bon, 27 millions c'était le chiffre de Staline, c'est plutôt proche de 20 millions, mais ça reste énorme. Et les Américains vont typiquement répondre « Oui, mais près-bail, Normandie, pas la meilleure réponse qu'ils pourraient amener. En examinant l'histoire, on se rend compte qu'ils pourraient faire beaucoup mieux. Je caricature ici, mais ce que je veux faire, c'est examiner en détail qui a gagné la Seconde Guerre mondiale, sur quel front ou théâtre, quel aspect de la guerre, tous les facteurs de contribution, et j'espère pouvoir dissiper quelques mythes sur la guerre. Donc tout d'abord, quand on se demande qui a fait le plus pour gagner la guerre, contre qui? Parce que la guerre contre l'Allemagne était différente de celle contre l'Italie ou contre le Japon. Je vais regarder mon focus sur les trois principales puissances de l'Axe, parce qu'elles étaient les plus importantes. Et ici, je vais focaliser sur l'Allemagne et l'Italie, puisqu'elles ont combattu conjointement. Je vais parler des forces et pertes humaines, des forces et pertes matérielles, et dissiper des mythes autour de la question du second front, la Méditerranée, des Balkans, du pré-bail et d'autres facteurs. Quand les pays parlent de contribution à la guerre, ils vont souvent mentionner leurs propres forces et pertes, mais c'est pas vraiment le meilleur indicateur de performance. Le prof pro-URSS que j'avais eu disait souvent que les Soviétiques avaient tel nombre de divisions, tandis que les alliés occidentaux avaient seulement tel nombre, mais c'est complètement fallacieux. Les tailles de division étaient différentes pour chaque pays. Ça a évolué dans la guerre, mais ça tournait autour de ceci. Une division typique de l'armée américaine contenait 14 200 hommes, une division blindée américaine était 11 000 hommes et 269 tanks, une division d'infanterie britannique, c'était 18 350, avec leur division blindée à environ 15 000 hommes et 290 tanks. Une division d'infanterie soviétique maintenant, c'était 9 375 hommes. Un corps blindé soviétique, et souvenez-vous, un corps contient environ 2-3 divisions, avait 10 500 hommes et 189 tanks. Vraiment pas comparable. Les Allemands pendant ce temps-là avaient leur force de division en constante diminution, avec des divisions d'infanterie en 1939 à 15-18 000 hommes et une division Panzer à 12 000 hommes et 328 tanks. Les propres pertes d'un pays sont un indicateur encore pire. Les Soviétiques, et aujourd'hui les Russes, aiment ramener le nombre d'hommes qu'ils ont sacrifiés, mais ils n'étaient pas exactement des modèles d'efficacité. Le début de la guerre s'est passé horriblement pour les Soviétiques, avec des centaines de milliers d'hommes capturés dans chaque poche et des milliers de tanks et d'avions détruits. Leur leadership était inepte, avec les purges de Staline avant la guerre notamment, et il y avait le système de commissaires qui les rendait impotents. Il n'y avait pas la même valeur pour la vie individuelle que les Occidentaux voyaient. Leur célèbre général Zhukov, par exemple, qui est devenu un maréchal et héros de l'Union soviétique, envoyait ses hommes chargés dans les champs de mines en justifiant en disant que c'était équivalent de charger des bunkers de mitrailleuses. À Sébastopol, les jeunesses communistes étaient envoyées avec des fusils chargés en terrain ouvert contre des tanks, et quand des milliers de civils se cachaient dans des systèmes de cavernes dans les montagnes, les commissaires les ont fait exploser pour éviter la capture. Donc juste quelques exemples de pourquoi c'est une mauvaise idée de mesurer la contribution de guerre comme ça. Un meilleur indicateur serait les forces et pertes pour les pays de l'Axe et quand et comment ils ont perdu. On a la chance d'avoir des bons chiffres sur les divisions allemandes sur chaque front et... Oh mon Dieu que j'adore ce graphique! J'en ai fait un avec des lignes pour qu'on puisse comparer chaque théâtre séparément, mais le graphique empilé ressort visuellement. Vous savez, je l'ai fait il y a des mois de ça, mais je l'aime toujours. Ici, j'ai juste ajouté quelques événements en référence, et je vais passer sur chaque front pour résumer. La partie rouge, évidemment, c'est le front Est. Au tout début, on a eu l'invasion de la Pologne pour un bref moment, ensuite presque 2 ans de repos avec les relations germano-soviétiques relativement bonnes. On connaît tous le pacte Molotov-Ribbentrop, mais ce qui est moins connu, c'est que dans cette période, il y avait beaucoup d'échanges de ressources et d'armements, par exemple. Évidemment, j'ai pas besoin de vous dire quand l'invasion de l'URSS par les nazis a commencé. Comme j'ai dit au début, les Allemands ont fait du progrès incroyable et ont atteint les abords de Moscou à la fin 1941, mais ont été stoppés à ce point. Ils ont recommencé les offensives en 1942 en renforçant le front jusqu'au point haut de 195 divisions avec la bataille de Stalingrad. Ils ont perdu beaucoup d'hommes et à partir de là, le nombre de divisions a diminué pendant que les autres fronts prenaient de l'importance.
Le déclin rapide en juillet 1944 est en partie dû au transfert vers d'autres fronts, mais surtout à Opération Bagration, l'offensive d'été soviétique qui a écrasé bon nombre de divisions allemandes. Seulement dans les derniers mois de la guerre, ça a remonté, avec les Allemands rassemblant tout le monde qu'ils pouvaient trouver et essayaient surtout de tenir sur le front Est. Il n'y a pas de doute sur le fait que les Soviétiques ont essuyé le gros des forces terrestres allemandes. Et même Churchill, dans ses mémoires, disait qu'ils ont fait le heavy lifting, mais on va voir que les autres fronts avaient leur importance et pas seulement pour des questions de force humaine. Le front ouest maintenant en bleu, on peut voir que les nazis ont emmené un grand nombre de divisions pour l'invasion de la France, 142, et après ça, ça a diminué à environ 30 à 50 pour plusieurs années. Chaque fois qu'on regarde ça, on doit se demander, si ces divisions-là avaient été sur le front Est, est-ce que les Soviétiques auraient pu tenir? Personnellement, je pense pas. On voit que les autres fronts combinés étaient considérables, mais c'est toujours une supposition. Donc, les Allemands avaient des dizaines de divisions à l'ouest à cause de la menace britannique puis alliée. Quand les Alliés ont finalement débarqué en Normandie, il y avait 66 divisions allemandes. Ça a monté à un pic de 79 au début de 1945. En gris, c'était la Norvège. Même avant l'invasion de la France, les Allemands ont pris la Norvège. Les Britanniques et les Français ont essayé d'intervenir, mais ils n'étaient pas assez forts. Les Allemands ont gardé une présence sur place d'une douzaine de divisions pour les ressources et pour les bases aériennes et navales dans le nord contre le transport allié vers les Soviétiques. Ils sont restés jusqu'à la fin de la guerre et étaient une des quelques forces allemandes imbattues. En jaune, c'est l'Afrique du Nord. Mon professeur d'histoire appelait ça un sideshow, un théâtre sans importance avec seulement 2 divisions, mais on va voir que c'était plus compliqué. Déjà, ça a débuté petit, mais c'est monté à 9 divisions allemandes à la fin de la campagne. Juste après ça, en orange, on a l'Italie, déjà une bien plus grosse campagne que l'Afrique. Les forces allemandes étaient dans la vingtaine et ont atteint 28 divisions en 1944. Les Alliés ont lentement remonté la péninsule italienne, mais leurs efforts étaient ralentis par un superbe terrain défensif et parce que le focus allié était surtout en France. Ensuite, on a les Balkans, un morceau intéressant. C'était surtout la Yougoslavie et la Grèce. En gros, les Italiens ont essayé d'envahir la Grèce en 1940 et ont raté. Les Allemands sont intervenus pour aider, les Britanniques sont intervenus pour les Grecs, et pendant ce temps, il y a eu un coup d'État anti-Axe en Yougoslavie, donc les Allemands ont envahi ce pays-là aussi. La Grèce et la Yougoslavie ont été occupées par des forces conjointes d'Allemands, d'Italiens et d'autres. Quand l'Italie a été sortie de la guerre, les Allemands ont dû prendre leur place pour sécuriser les ressources et l'ordre sur place et ont alloué jusqu'à 24 divisions dans les Balkans. Après ça, un autre morceau intéressant, je dis ça tout le temps, mais c'est vrai, la Finlande. J'aurais dû mettre ça en rouge ou quelque chose parce que c'était surtout contre les Soviétiques. Ils avaient jusqu'à 8 divisions sur place, jusqu'à en 1944 quand les Soviétiques menaçaient d'envahir la Finlande, et les Finlandais ont fini par déclarer la guerre aux Allemands et les ont expulsés. Donc c'est super intéressant, j'ai même fait des graphiques à des moments importants pour donner une idée visuelle. Ici, c'est au début de Barbarossa, l'invasion de l'URSS. Là, c'est à la fin de 1941, avec la bataille de Moscou et l'opération Crusader, l'offensive britannique en Libye. Ensuite, on a novembre 1942, soit la contre-offensive soviétique à Stalingrad et la bataille de El Alamein. En mai 1943, on avait les derniers jours de la campagne d'Afrique du Nord et la bataille de Kursk approchait. Déjà, on peut voir que les autres fronts prenaient de l'importance, mais l'Est restait massif. Ensuite, la Normandie en juin 1944, c'était différent. Les Allemands avaient des grandes forces à l'ouest, en Italie et dans les Balkans. Juste après ça, en juillet 1944, c'était pratiquement 50-50 entre les divisions allemandes à l'est et en Finlande et sur les autres fronts. Et on peut donc voir que les forces sur les autres fronts combinées à n'importe quel moment de la guerre auraient pu faire une grosse différence en URSS. Imaginez si les 45 divisions allemandes stationnées à l'ouest en novembre 1942 étaient à place à Stalingrad. Pour comparer, les Allemands ont attaqué Stalingrad avec 20 divisions. Les Italiens, quant à eux, n'étaient pas particulièrement réputés pour des prouesses de guerre, mais restaient considérables. Environ 4 millions d'Italiens ont combattu dans la guerre, ils ont fait plus de 11 000 avions et presque 2500 tanks. Bien sûr, certains vont me critiquer pour ne pas inclure la Hongrie et la Roumanie dans la vidéo, mais même s'ils avaient un bon nombre de troupes, de qualité inférieure, ils n'avaient pas la production de tanks et d'avions comme les Italiens, et en passant, les chasseurs italiens Macchi 200 et 202 étaient très décents. Et ils n'avaient pas la très considérable flotte que les Italiens avaient. C'était déjà un gros processus pour la vidéo avec 2 puissances de l'axe, donc je vais rester avec elle. Les chiffres pour les divisions italiennes sont pas disponibles comme pour les Allemands, mais il y en a quelques-uns. En 1940, ils avaient 73 divisions, dont 19 prêtes à la guerre. Ils avaient 14 divisions en Afrique du Nord en novembre 1940, mais après leur défaite contre les Britanniques dans les 2 prochains mois, le chiffre est baissé à 7 avant de remonter à plus de 10 en 1942. L'Italie a commencé à envoyer 3 divisions en URSS en septembre 1941, jusqu'à 11,5 au début de Stalingrad. Après la défaite, Mussolini les a sortis du front Est au printemps.
Au moment de leur reddition aux alliés occidentaux en septembre 1943, l'Italie avait 61 divisions, dont 21 sur la péninsule et 27 dans les Balkans, qui ont dû être remplacées par des Allemands. Les Italiens ont constamment envoyé leurs meilleures divisions en Afrique. C'est assez difficile de mesurer les pertes de l'Axe, il y a plusieurs estimations, mais on va en parler. Les Allemands d'abord. Celui-là vient de Wikipédia, c'est dur de vérifier la véracité, mais si je fais un graphique avec ça, ça ressemble à ça. Celui-là vient du haut commandement allemand, l'OKW. Celui-là de l'historien Overmans. Notez en passant que la partie noire c'est l'Allemagne en 1945 et les Soviétiques sont responsables pour la majorité des morts dans ça. Et ici un autre par une autre source, même chose avec la section noire. Sans nécessairement parler des nombres en soi, on peut bien sûr voir que la majorité des soldats allemands morts ont été sur le front Est. Mais ces chiffres de l'OKW et d'Overmans ne prennent pas en compte les aviateurs et marins. Plusieurs centaines de milliers sont morts et la plupart aux mains des Occidentaux. Si on regarde les prisonniers, c'est déjà très différent. La proportion est différente, surtout parce que les Allemands avaient plus tendance à se rendre aux Occidentaux qu'aux Soviétiques. J'ai arrêté les chiffres avant les dernières éditions parce que ça montait dans les millions en mai 1945, avec des chiffres divergents selon les sources. Et le graphique ici, le mort et de prisonniers avec les données de l'OKW. Je pense pas que ça inclut les dernières éditions, mais on peut déjà voir que les proportions sont différentes de seulement les morts, surtout pour la Méditerranée. À la fin de la guerre en Europe en 1945, les Allemands essayaient de surtout retenir les Russes pour se rendre aux Occidentaux. Un grand nombre de prisonniers sont morts en captivité en URSS, et encore là, c'est dur de trouver des bons chiffres. Les estimés allemands d'après-guerre parlent de 3 millions de prisonniers avec 1 million de morts en captivité, tandis que les Soviétiques ont dit 381 000 morts en captivité et environ 700 000 disparus. C'est encore plus différent en ajoutant les Italiens au graphique, qui est incomplet en passant. J'ai ajouté les prisonniers italiens des batailles majeures, mais des milliers de plus sont rendus au fur et à mesure. La ligne jaune est le cumul des prisonniers allemands et italiens, et on voit une petite modification pour le front Est avec la bataille de Stalingrad. Avec l'opération Compass en 1940-1941 en Afrique du Nord, 133 000 Italiens sont rendus, plus 64 000 en Abyssinie. C'est pour ça que la ligne commence haut. En URSS, 64 000 Italiens ont été capturés, mais seulement 10 000 sont retournés chez eux après la guerre. Après la reddition allemande de 1943, les Allemands ont forcé 1 million de soldats italiens en captivité, dont 607 000 en travaux forcés. Au total, il y a eu 560 000 Italiens capturés par les Alliés occidentaux et 64 000 par les Soviétiques. Donc en général, c'est tout à fait vrai de dire que les Soviétiques ont tué plus d'Allemands, mais quand on prend en compte les prisonniers et qu'on regarde les Italiens, le résultat est différent. Pour les forces et pertes matérielles, on doit se demander, si les Alliés occidentaux n'avaient pas été là, est-ce que les Soviétiques auraient pu réussir seuls? Dans le cas du matériel, c'était intéressant parce que c'était complètement disproportionné par rapport aux forces et pertes humaines. Il y a deux grandes études que j'ai utilisées pour les forces et pertes allemandes en aviation durant la guerre, une par Dan Zemansky et l'autre est le livre Strategy for Defeat par Williamson Murray. Comme d'habitude, j'ai utilisé leurs données pour faire des graphiques faciles à comprendre. Donc pour les forces de la Luftwaffe, on voit ici le pourcentage d'avions qui étaient sur le front Est de 1941 à 1944, donc la période où les Soviétiques ont soi-disant combattu les Allemands seuls. C'était sous la moitié du total, la ligne bleue ici. Pour les avions sur la ligne de front, la ligne bleue claire, c'est resté proche de la moitié. Pour le total des avions de combat et les avions de combat au front, en jaune, ça a suivi la même tendance descendante, toujours moins que ce quoi on s'attendrait pour le front Est. Pour les chasseurs monomoteurs de 1942 à 1945, au début, près de la moitié était sur le front Est, la ligne rouge, mais ça a changé radicalement. Les Britanniques et les Américains bombardaient l'Allemagne de plus en plus intensément, et à la fin de la guerre, la plupart de ces avions étaient sur le front Ouest, la ligne bleue. On peut aussi voir que la Méditerranée, le fameux Sideshow, a demandé une grande partie de ses chasseurs, la ligne jaune, nettement plus haute que la proportion des divisions allemandes sur place. La Luftwaffe avait aussi un bon nombre en Scandinavie, surtout avec la Norvège contre le pré-bail des Alliés vers l'Union soviétique, et contre une possible invasion alliée. Pour les chasseurs bimoteurs, c'est encore plus disproportionné. Ici, dès 1944, presque tous étaient sur le front ouest, et pendant un moment, il y en avait plus en Méditerranée qu'à l'est. Si on regarde les pertes, c'est encore plus frappant. Du début de l'invasion allemande de l'URSS jusqu'au début de 1944, donc encore là la période où les Soviétiques disent qu'ils ont combattu seuls, voici les pertes qu'on a pour la Luftwaffe en hommes et avions. La Méditerranée est le plus surprenant, le chiffre est énorme. C'est encore plus visuellement frappant si on le met dans un graphique circulaire pour les avions perdus. Je me demande ce que les Soviétiques diraient de ça. Quelque chose comme ça. Et comme j'ai dit, c'est seulement pour la période où les Soviétiques ont fait le plus de combats sur Terre. Si on inclut les pertes de la Luftwaffe pour l'invasion de la France, la bataille d'Angleterre, le reste de 1944 et qu'on cumule l'Ouest et la Méditerranée,
on obtient ça. Bien sûr, les alliés occidentaux avaient une bonne avance en 1940, mais ils l'ont maintenue, et les pertes de la Luftwaffe ont augmenté énormément en 1944. Si on empile les deux fronts comme j'ai fait pour les divisions, on obtient ça. Avec ici en gris la période « On a combattu tout seul » de Barbarossa jusqu'à la Normandie. Imaginez si tous les avions perdus contre les alliés occidentaux avaient à la place combattu sur le front Est. Pour les Italiens, on a beaucoup moins de données. Je pouvais pas mal juste donner le nombre d'avions opérationnels qu'ils avaient à l'Est versus le reste, donc la Méditerranée et les Balkans, au moment de la bataille de Stalingrad. C'est ambigu combien d'avions dans les Balkans sont allés contribuer en Union soviétique. Au total, l'Italie a produit 11 122 avions durant la guerre et on a perdu 5 272. Les chiffres pour les tanks sont pas aussi facilement disponibles et complets. La définition d'un tank est flexible et c'est jamais clair si les canons automoteurs sont inclus, mais on a encore des bonnes surprises ici. Au début de l'invasion de l'URSS, les Allemands avaient environ 3600 tanks. Au même moment, ils en avaient déjà envoyé 320 en Afrique du Nord, ce qui est un chiffre respectable. Ici, on a le nombre de tanks différents qu'ils ont envoyés chaque année en Afrique du Nord. Au total, ils ont envoyé 1354 Panzer II, 3, 4 et Tigre. Quand on regarde les batailles du front Est, ça aurait pu faire une différence majeure. En fait, j'ai fait ce graphique-là, qui est la proportion de tanks envoyés en Afrique du début de l'intervention allemande en février 1941 jusqu'à la dernière bataille en Tunisie, comparé au nombre de tanks fabriqués durant la même période. Je sais que c'est pas idéal, vu que les tanks construits n'étaient pas les mêmes envoyés là-bas, mais ça donne une bonne idée des priorités. Oh, et j'ai inclus la proportion moyenne de divisions allemandes en Afrique en comparaison. On voit que pour chaque type de tank, un nombre complètement disproportionné a été envoyé en Afrique, incluant beaucoup des premiers Tigres, mais surtout les deux tanks principaux de l'armée allemande, les Panzer III et IV. En 1941, les Allemands ont perdu 1788 Panzer II, III et IV, incluant 240 en Afrique, ce qui est 13,4% du total, comparativement à 1% de division sur place au même moment. Si on regarde les Italiens, ils ont envoyé 1000 tanks et canons automoteurs en Afrique, mais j'ai pas leur nombre totaux. Ils ont envoyé 50 véhicules blindés sur le front Est, tandis que même dans la campagne d'Afrique de l'Est, que tout le monde oublie, ils en ont envoyé 189. Maintenant, si on regarde des batailles spécifiques. À Moscou en 1941, quand le destin de la capitale était incertain, les Allemands avaient 1500 tanks et 550 avions, comparé à 400 tanks allemands et italiens et 342 avions durant l'opération Crusader en Afrique au même moment, malgré le fait qu'ils avaient 10 fois plus d'hommes à Moscou. À Stalingrad, la 6e armée allemande est arrivée avec 20 divisions et 500 tanks. Ils ont perdu en plusieurs mois 500 tanks, 900 avions et 600 canons, mais surtout des pertes humaines énormes. Même chose, imaginez la différence que les 1354 tanks envoyés en Afrique auraient pu faire. À Kursk, la célèbre bataille de blindés, ils ont perdu 760 tanks et entre 524 et 681 avions. Durant l'opération Bagration, la grosse offensive écrasante des Soviétiques, les Allemands avaient la plupart de leurs tanks plus au sud et n'avaient que 118 tanks et 602 avions pour résister. Notez que durant la bataille, les Soviétiques ont perdu presque 3000 tanks et 822 avions. C'est pour ça que je dis que les propres pertes d'un pays sont pas un bon indicateur de performance. Au total, sur le front Est, les Allemands avaient en juin 1944 4740 tanks et canons automoteurs et 4186 en septembre. En comparaison, en Europe de l'Ouest, ils avaient en décembre 1943, donc avant la Normandie, 823 tanks et canons automoteurs. En avril 1944, ils en avaient 1608. Durant Overlord, les Allemands ont amené environ 2300 tanks et canons automoteurs et en ont perdu 1050 de juin à août. En Italie, en janvier 1944, ils en avaient 767, un nombre respectable. Encore, imaginez quelle différence ils auraient pu faire à l'Est. Je deviens répétitif, mais mon point est que simplement montrer les forces des pertes humaines n'est pas suffisant pour juger la contribution de chaque pays pour battre l'Axe. Et pendant que j'avais les données sous la main, j'ai fait un petit graphique rapide qui montre la production blindée allemande par type, donc vous pouvez faire pause et regarder. Ensuite, on se tourne vers la marine allemande, et il n'y a tout simplement aucun doute qui a contribué le plus. Si vous pensez que c'était dominant pour les Soviétiques du côté des pertes humaines, ici c'est à un autre niveau mais du côté des Occidentaux. La Kriegsmarine a perdu 7 navires capitaux, 6 croiseurs, 7 raiders et 23 destroyers, ce qui est plus que produit durant la guerre. Pour les navires de surface, les Soviétiques ont coulé quelques petits bateaux gunboat et bateaux de débarquement,
et 2 croiseurs légers, mais c'était les vieux Niobe et Orion, qui comptent pas vraiment pour des navires de guerre honnêtement. Les Allemands avaient la maîtrise de la mer Baltique, notamment avec l'aide des Finlandais. Le focus était sur les sous-marins, parce qu'ils étaient faciles à produire et demandaient moins d'équipage que les navires de surface. L'Allemagne en a produit 1156 durant la guerre, et 768 ont été coulés. Des 768, 9 l'ont été par les Soviétiques, incluant par mine. Les Italiens, quant à eux, avaient une marine très décente, une des plus grosses de l'époque. Certains de leurs navires étaient vieux, mais d'autres étaient tellement bien faits qu'après la guerre, vu que les Soviétiques avaient reçu des navires italiens capturés par les Occidentaux, ils les ont utilisés jusqu'aux années 1970. Durant la guerre, les Italiens avaient 7 cuirassés, 23 croiseurs, 63 destroyers et 172 sous-marins. De ceux-là, les seuls bateaux envoyés contre les Soviétiques étaient des petits gunboats dans des rivières. La marine italienne était une grosse menace dans la Méditerranée. Une grosse partie de leur flotte restante en septembre 1943 s'est rendue aux alliés occidentaux. Donc vraiment, il n'y a pas de débat ici, c'est unilatéral. Maintenant, j'arrive à une question controversée, celle du second front. Une thèse populaire soviétique et pro-soviétique veut qu'un débarquement aurait été possible en France dès 1942 et que les alliés occidentaux avaient soit peur de combattre les Allemands sur le continent, ou pire, voulaient laisser les Soviétiques combattre seuls. Ils vont donner pour ça comme preuve le nombre de divisions allemandes en Europe de l'Ouest, qui est passé d'un point bas de 27 en 1942 à 66 en juin 1944, et le manque relatif de préparation défensive allemande en 1942. Ils vont toujours citer les commentaires critiques bien connus par le général Marshall, qui, au début de son implication dans le projet, poussait pour une sorte de second front en 1942 et critiquait les Britanniques pour vouloir prioriser la Méditerranée avant d'aller en France. Mais en réalité, même Marshall a réalisé que ça prendrait 18 à 24 mois pour construire une véritable structure militaire et des forces adéquates pour envahir le continent, avec 1943 comme objectif. Et les Soviétiques n'ont pas vraiment aidé à se faire des amis. Durant les victoires de l'Axe en 1940, ils allaient féliciter les Allemands pour les victoires contre les impérialistes, ils allaient insulter les Britanniques sur les postes de radio d'État et commercer avec l'Allemagne. C'était en partie une espèce de politesse envers les Allemands pour cacher le fait que les Soviétiques comptaient sur une longue guerre franco-allemande, et avec les victoires rapides, ils étaient assez inquiets. Et dès le début de l'invasion allemande de l'URSS, ils se sont retournés soudainement vers les Britanniques en disant « Qu'est-ce que vous attendez, ouvrez un second front ?» En fait, durant la guerre, les Soviétiques ont gardé la même attitude sur la question et donnaient l'impression qu'ils faisaient une espèce de faveur aux Occidentaux en combattant sur leur propre territoire pour sauver leur propre vie. En réalité, les alliés occidentaux ne pouvaient pas produire un véritable débarquement avant la fin de 1943. En 1942, les Britanniques étaient étirés, notamment avec les invasions de leurs colonies en Asie par les Japonais, avec Singapour et la Birmanie qui tombaient et l'Inde menacée. Les Britanniques manquaient de matériel partout, et en fait, les quelques tanks qu'ils auraient pu envoyer en renfort en Birmanie, ils les ont envoyés aux Soviétiques pour aider. Même chose pour les Américains. La guerre dans le Pacifique demandait énormément d'hommes et de matériel. La planification pour le second front a changé de nom plusieurs fois, de Sledgehammer à Roundup à Overlord. Pour Sledgehammer en 1942, les Américains avaient seulement 3 divisions et demie disponibles. Ils avaient des navires de débarquement seulement pour 6 divisions et sans la supériorité navale et aérienne nécessaire pour un débarquement. Les Allemands à ce moment, oui, ils étaient moins préparés qu'en 1944, mais ils étaient au pic de leur succès et avaient 27 à 45 divisions en Europe à l'ouest en 1942. Un gros débarquement comme Overlord nécessitait plusieurs choses. Pendant que les Soviétiques passaient des rivières, les alliés occidentaux devaient passer des océans et dépendre du transport maritime. Les pertes navales et marchandes étaient à leur plus haut en 1942 et au début 1943, tandis que la menace des sous-marins n'allait diminuer qu'en 1943 avec le début des grosses pertes en sous-marins. Et seulement en mai 1942, les Américains ont commencé à compenser les pertes par la production. La clé pour un débarquement était surtout les chalands de débarquement, en particulier les fameux LST. Ils étaient très en demande pour le Pacifique, évidemment, vu que c'était surtout des débarquements, et même en 1944, les Britanniques ont dû annuler un débarquement en Birmanie pour accommoder Overlord. Les Alliés voulaient attendre jusqu'à ce qu'ils aient assez de chalands de débarquement et autres matériaux pour soutenir une grosse opération. Parce que, souvenez-vous, l'objectif était de détacher des divisions allemandes du front Est, donc un petit débarquement avec une poignée de divisions aurait pas aidé. Et en plus, il fallait prendre en compte les approches maritimes, les vents, les marées, la nature des plages, les entrées et l'arrière-pays, les pour et contre de chaque plage et port, les sols propices aux aérodromes, les défenses ennemies, les forces navales ennemies, la capacité des plages à accueillir des troupes, la supériorité aérienne, les ports artificiels et d'autres facteurs encore. Et c'est pour ça qu'en 1942, ils ont seulement pu débarquer en Afrique du Nord pour se débarrasser de la présence de l'Axe. Et ça va être le prochain sujet.
Pour le professeur d'université terrible que j'avais eu, et c'est une vision assez répandue, le théâtre méditerranéen était un sideshow avec seulement 2 divisions allemandes, et Marshall a dit que c'était inutile, le tout avec la vieille thèse disant que les pressions par les Britanniques pour focaliser sur le théâtre ont empêché un second front en 1942. Bon, ok, premièrement, c'était 2 divisions allemandes au début pour l'Afrique du Nord, et après ça, ça a monté, et il faut prendre en compte les divisions italiennes. Les Italiens en avaient 8 en mai 1942, comparé à 3 pour les Allemands. En Tunisie, en 1943, il y avait 9 divisions allemandes et 5 italiennes. Même ça, c'est relativement petit comparé au front Est, mais comme j'ai dit plus tôt, le nombre d'hommes n'est pas tout. En 2 mois, en décembre 1940 à février 1941, les Britanniques ont détruit 8 divisions italiennes, pris 130 000 prisonniers et détruit ou capturé 420 tanks et 564 avions. Pendant l'opération Torch, les Allemands ont pris 400 avions du front Est pour les transférer en Tunisie, avec 100 000 de leurs meilleures troupes. Environ 250 000 soldats de l'Axe sont rendus en Tunisie, ce qui est gros. Comme on l'a vu plus tôt, plus de tanks ont été envoyés en Afrique du Nord qu'il y avait dans bien des batailles en URSS. Même chose pour les avions. Seulement en Tunisie, l'Axe a perdu 3022 avions, et plus tard en Sicile, 1100. Au total, la campagne d'Afrique du Nord a coûté à l'Axe 8000 avions, 6200 canons, 2550 tanks, 70 000 camions, 2 400 000 tonnes de transport maritime et 950 000 tués ou prisonniers, surtout des prisonniers. Ce n'était pas un sideshow. Mis à part les chiffres, la Méditerranée a été un théâtre charnière qui a permis un lien entre Dunkerque et Overlord. Il n'y a pas eu de victoire décisive, mais ça a permis aux Alliés de gruger les forces de l'Axe et briser leur coalition. Ouvrir le théâtre méditerranéen a été une erreur pour l'Axe, mais une belle opportunité pour les Alliés occidentaux. Honnêtement, les Américains ont suivi les Britanniques dans ça simplement parce que c'était la meilleure option jusqu'en 1944. Il y avait la question du transport et des LST comme j'ai dit, mais il fallait aussi protéger les champs pétroliers du Moyen-Orient. Avec des bases en Méditerranée, les Alliés ont pu bombarder l'Allemagne par le sud et des champs pétroliers roumains qui fournissaient aux Allemands. Ça a permis d'étendre le pré-bail par là, et avec la chute de l'Italie, les Allemands ont dû prendre sa place dans les Balkans pour maintenir l'ordre. Avec l'invasion de la Sicile, la plupart des nouvelles forces et nouveaux armements allemands allaient à l'ouest. Et avec les conseillers alliés pour la guérilla dans les Balkans, ça a tenu l'ennemi occupé. On peut ajouter à ça que les victoires dans ce théâtre ont empêché l'Espagne et la Turquie de rejoindre l'Axe, et en plus, les grosses pertes de parachutistes allemands à Crète les ont enlevés de Barbarossa. Honnêtement, si les alliés occidentaux avaient essayé l'invasion de la France en 1943, ça aurait pu mener au désastre. Leur collection de forces était immature, les commandants manquaient d'expérience, les armes et équipements de débarquement n'étaient pas testés, le tout contre une Luftwaffe supérieure en Europe, des meutes de sous-marins dans la mer, et une armée allemande qui n'avait pas à combattre en Italie avec 20 à 30 divisions. Je vais revenir sur ça, mais Hitler a décidé d'abandonner la bataille de Kursk quand les Alliés sont débarqués en Sicile. Et quand les Allemands ont pris la place des Italiens dans les Balkans, il y avait peur d'un débarquement allié sur place. Et détail comique, beaucoup d'Allemands qui étaient transférés de Russie vers l'Italie disaient qu'ils préféraient la Russie. Ce qui arrivait était que dans la bataille pour la ligne d'hiver dans les montagnes, il y avait de la pluie froide et du vent constant et des bombardements alliés incessants. Donc la Méditerranée n'était pas un sideshow. C'était une partie importante de la guerre, même si les soviétiques et pro-soviétiques n'ont pas pu l'apprécier. J'ai mentionné les Balkans, on va développer ça un peu, parce que c'est une partie assez méconnue de la guerre. En octobre 1940, les Italiens ont essayé d'envahir la Grèce, et on sait qu'ils ont eu du mal. En mars 1941, un coup d'État anti-Axe a renversé le gouvernement yougoslave. Hitler a décidé d'envahir la Yougoslavie et d'aider les Italiens à prendre la Grèce. Les Britanniques ont envoyé des troupes pour aider les Grecs, mais ça n'a pas été assez. Avec l'invasion de l'Axe, le roi de Grèce et son gouvernement ont été exilés à Londres. Le pays a souffert de la famine et la résistance a commencé sporadiquement. Plusieurs groupes ont émergé, dont l'EAM et sa branche armée ELAS, dominée par les communistes, et le groupe anticommuniste EDES autour du colonel Zervas. Les deux côtés étaient en compétition l'un contre l'autre et contre le gouvernement royal, et c'est devenu une véritable guerre même s'ils étaient simplement censés combattre l'occupation de l'Axe. Des missions britanniques ont été envoyées à partir de 1942. En 1943, en préparation à la campagne de Sicile, ils ont essayé de faire croire à des débarquements en Grèce. Hitler craignait cette possibilité-là, parce que la population aurait été du côté des Alliés, donc il a fait des énormes opérations de contre-insurrection avant que les Alliés puissent venir. C'était vraiment terrible pour les forces allemandes par contre, autant en Grèce qu'en Yougoslavie, et en fait, quand ils avaient le choix, les soldats allemands préféraient aller en Russie. En Yougoslavie, les partisans de Tito, surtout des communistes, étaient aussi en conflit avec les Tchétniks, une faction rivale de droite au départ supportée par les Britanniques.
Quand les Tchetniks ont commencé à collaborer avec les Allemands contre Tito, l'aide britannique est passée de son côté. Les Allemands avaient une insurrection dans les bras et leurs alliés aidaient pas vraiment. Les Italiens étaient pessimistes et passifs et les Croates étaient brutaux. Tandis que les Alliés ont juste envoyé quelques centaines de conseillers et des caisses d'approvisionnement par air avec des opérations psychologiques pour faire croire à un débarquement, les Allemands ont stationné des divisions entières, jusqu'à 25. C'était souvent des troupes de moins bonne qualité, des plus vieux ou des blessés avec moins d'équipement que des troupes de front, mais quand même. Les Alliés occidentaux ont aidé avec des attaques aériennes, et en un mois, à la moitié de 1944, ils ont détruit le quart des locomotives allemandes sur place. Ce qui est arrivé après, avec l'armée rouge qui approchait et prenait la Roumanie et d'autres pays, les troupes allemandes ont dû se retirer des Balkans. Elles étaient déjà en mauvais état grâce à la résistance locale, mais le facteur principal était les énormes armées qui arrivaient et pas les partisans faiblement armés. En plus, avec la retraite allemande de Grèce, les Britanniques sont immédiatement débarqués pour les suivre, tandis que les Soviétiques marchaient en Yougoslavie. Les Yougoslaves ont dit qu'ils s'étaient libérés seuls, et vers la fin de la guerre, ils marchaient en Italie pour prendre des territoires italiens comme la ville de Trieste, ce que les Alliés ont dû opposer. Donc bien sûr que la résistance locale a eu un grand rôle pour garder des divisions allemandes dans les Balkans, mais ça a été amplifié par l'aide des Alliés, les menaces alliées de débarquement, la reddition italienne aux Alliés, et l'arrivée de l'armée rouge a été le clou dans le cercueil. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent quand on parle de qui a gagné la guerre, et c'est toujours controversé. Quand les Soviétiques, et maintenant les Russes, disent qu'ils ont fait la plupart du combat, les Américains répondent souvent « Oui, mais si c'était pas du pré-bail », et les Soviétiques vont répondre que le pré-bail n'a pas fait de changement notoire. Ils disent que ça représentait seulement 4% du matériel qu'ils ont utilisé, mais c'est un chiffre absolument sans valeur. On peut pas comparer des tanks avec de la nourriture, donc il faut diviser par catégorie. La guerre froide a vraiment influencé cette discussion-là, et les écrits soviétiques n'étaient pas autorisés à admettre que les équipements britanniques et américains étaient bons et en bonne quantité. En réalité, des documents révélés après la guerre froide ont montré que c'était important. Le pré-bail a aidé au bon moment dans les zones où les Soviétiques en avaient besoin. Même Khrouchtchev, dans ses mémoires, a écrit que dans un combat 1 contre 1 sans ça, les Soviétiques auraient perdu. Depuis Barbarossa, Staline demandait de l'aide matérielle. Les Britanniques ont donné le peu d'équipement qu'ils avaient au lieu de l'envoyer en Asie. Sous le contrat initial, les Soviétiques devaient transporter leurs équipements eux-mêmes, mais il manquait de transport, alors les Occidentaux ont dû le faire. En regardant les chiffres pour chaque catégorie, on voit que le pré-bail était considérable. Au total, il comptait pour 12 à 16% des véhicules blindés, 13% de l'aviation, 32% des navires et 70% du transport. Pour les tanks, les Soviétiques en avaient perdu 20 500 en 1941. En novembre, ils avaient seulement 670 tanks pour défendre la région de Moscou, et de ceux-là, 205 étaient moyens ou lourds. À la fin de 1941, les Britanniques avaient envoyé 466 tanks, ce qui comptait pour 30 à 40% des tanks moyens et lourds pour les Soviétiques. Les tanks Matilda et Valentine étaient inférieurs au KV-1 et T-34, mais ceux-là étaient en minorité à l'époque. Aujourd'hui, le T-34 est légendaire, et les geeks d'histoire de 13 ans vont regarder des caractéristiques techniques sur Wikipédia ou World of Tanks et parler de comment ils étaient bons, mais en pratique c'était différent. Les tanks soviétiques avaient des bons designs et une bonne mobilité, mais ils étaient surtout faits pour le nombre et tout dessus manquait. Des bons systèmes de visée, des radios, parce que oui, ils utilisaient surtout des drapeaux pour communiquer. Il y avait un énorme manque de fiabilité, et le blindage était en acier de mauvaise qualité qui avait tendance à fracturer et envoyer des éclats qui touchaient les équipages. Dans tous ces domaines-là, il était inférieur au Sherman notamment. Les Soviétiques adoraient le tank Valentine britannique, et le Canada en a fabriqué 1420 durant la guerre, surtout pour les Russes. En juillet 1942, l'armée rouge avait 13 500 tanks en service, avec 16% importés. Les Américains en ont envoyé 13 000 au total durant la guerre. Pour les avions, presque 700 étaient livrés dès la fin de 1941, ce qui a vraiment aidé. À la fin de 1942, les Allemands en avaient envoyé 2500, beaucoup plus que ce que les Soviétiques ont utilisé à Stalingrad notamment. Au total, les Américains en ont envoyé 14 000, et la plupart des avions ont été envoyés à la fin de la guerre et se sont montrés cruciaux pour remplacer les pertes et établir la supériorité aérienne. Les tanks et les avions, c'est bien, mais ce qui gagne les guerres, c'est la logistique. Il y a un dicton qui dit que les amateurs parlent de tactique et les professionnels de logistique. Et pour l'anecdote, c'est quelque chose que le célèbre Erwin Rommel manquait cruellement. Les geeks d'histoire se souviennent de lui comme un des meilleurs officiers allemands, et il était vraiment un grand tacticien, mais en termes de stratégie et surtout de logistique, il manquait à l'appel. Donc en proportion de production soviétique, les alliés occidentaux ont envoyé 56% des voies ferrées, 108% de la viande en conserve, 18% du kérosène, le tiers des explosifs utilisés, 55% d'aluminium utilisé, 80% du cuivre utilisé,
15 millions de paires de bottes, ce qui manquait cruellement, et la plupart des outils industriels quand l'URSS était incapable d'en fabriquer. Toujours en proportion de la production soviétique, l'Occident a envoyé 2,4 fois le nombre de locomotives et plus de 10 fois le nombre de wagons. Tandis que les Soviétiques ont produit 197 100 camions durant la guerre, les Américains en ont produit, attention, 2 382 311, et là-dessus on a envoyé 400 000 aux Soviétiques. Contrairement à 1942 et 1943 quand les offensives soviétiques manquaient de camions, c'était plus le cas. Au moment où les Allemands commençaient à manquer de camions et revenaient surtout aux chevaux, les Russes étaient motorisés et pouvaient se concentrer sur la production de tanks. De plus, c'est estimé que sans aide, la production alimentaire soviétique aurait décliné d'un tiers. Il y en manquait déjà cruellement, mais le focus était sur l'armement. Donc le chiffre de 4% avancé par les Soviétiques est complètement faux pour décrire le pré-bail qui a vraiment aidé. On arrive maintenant aux derniers éléments. Premièrement, on ne doit pas oublier comment les alliés occidentaux ont maintenu la pression sur l'Allemagne avec des bombardements constants, quoique souvent par des bombardements indiscriminés et peu efficaces par le fameux Archer Bomber Harris. Jusqu'à la fin de 1943, les résultats ne se faisaient pas vraiment sentir, mais avec l'intensification en 1944, c'était le cas. 72% des bombes lâchées sur l'Allemagne étaient à partir de juillet 1944. C'est estimé que ça a réduit la production de tanks de 10% en 1943 et de 40% en 1944. La production pétrolière, qui était extrêmement importante, a été particulièrement touchée à partir de mai 1944. Au total, environ 20% de la production industrielle allemande a été détruite dans les derniers 16 mois de la guerre. On a vu que les Allemands avaient la majorité de leurs chasseurs pour contrer cette menace, mais il faut aussi mentionner les 9 à 10 000 canons de 88 mm qui étaient dédiés à la défense antiaérienne en Allemagne, donc imaginez ce qu'ils auraient pu faire sur le front Est. Et ça, c'est sans compter les autres armements et tout le personnel qui était dédié. Sinon, on a ce que j'appelle l'aide de timing, quand les alliés occidentaux ont aidé les soviétiques avec des opérations spécifiques. Il y a sûrement plus d'exemples, mais j'en ai choisi deux. Les Britanniques ont dit que leur participation dans les Balkans en avril 1941 a aidé à retarder l'opération Barbarossa et a donné du temps précieux aux Soviétiques, avec l'hiver et tout le reste. Évidemment, ça a eu un impact, mais c'est dur à mesurer. Avec les Britanniques dans les Balkans et la possibilité de rallier les Yougoslaves contre l'Axe, ça aurait pu être une grosse menace pour Barbarossa. À cause des inondations en Pologne et en URSS, la date d'invasion pouvait pas être avant le 15 mai, mais en fait, début juin c'était encore le cas. Après les Balkans, ça a pris 3 semaines pour rééquiper les divisions, et les parachutistes perdus en Crète n'ont pas pu prendre part, donc la nouvelle date a été mise pour le 22 juin. Un bon 3 semaines ont été perdues avec l'invasion des Balkans, et certainement avec l'hiver russe ça a eu un effet. À quel point, c'est dur à dire. On avait aussi l'invasion de la Sicile, qui est arrivée au même moment que l'opération Citadelle, l'offensive du maréchal von Manstein à Kursk. Dans son livre, Manstein a dit que c'était arrivé en plein dans le climax du 13 juillet, et tandis qu'il était pour continuer la bataille, Hitler a dit qu'il devait abandonner Citadelle et construire des nouvelles armées pour l'Italie et les Balkans. Les deux, parce qu'il n'était pas sûr où les Alliés iraient après. Les Allemands étaient déjà embourbés à Kursk, et c'est difficile de dire s'ils auraient pu gagner sans ça. C'est seulement 2 exemples, mais je suis sûr qu'on peut en trouver plus. Si je dois résumer tout ce que j'ai dit ici, ça serait ça. Les Soviétiques ont certainement fait le gros du travail contre les Allemands en termes de pertes humaines et blindés, ce qui est normal puisqu'ils faisaient face au gros des forces terrestres allemandes, même si les Allemands avaient plus de blindés en proportion contre les alliés occidentaux. Pour l'aviation et la marine par contre, les alliés occidentaux sont ceux qui ont le plus contribué, dans les airs par une bonne marge et sur mer complètement. Contre les Italiens, tandis que des forces considérables ont été envoyées à l'est pour un temps et que beaucoup de divisions étaient stationnées dans les Balkans, l'Occident a fait le plus contre eux, et la reddition italienne a forcé les Allemands à s'étirer encore plus. Ce que les Soviétiques et ensuite les Russes ont souvent dit, que les Alliés auraient pu produire un second front en 1942 mais avaient soit peur ou de mauvaises intentions, que la Méditerranée était un sideshow, que le pré-bail était négligeable, tout ça est faux. La Seconde Guerre mondiale en Europe était un travail d'équipe, ça c'est sûr. Bon ben, c'était la fin de ma vidéo, j'espère que vous avez aimé. La prochaine va être sur la guerre contre le Japon en Asie-Pacifique, donc restez proches. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, et on se revoit bientôt.